Gainsbourg, dans une chanson. Ça aurait pu être un sage oriental, Lao Tzu. Je vous aurais mis Lao Tzu, vous auriez cru, je suis sûr. Faire l'expérience, effectivement. Lao Tzu. On pourra reprendre effectivement la célèbre phrase « Qui sait se satisfaire sera éternellement satisfait », par exemple, en parallèle, on l'avait traité l'année dernière. Je vais plutôt prendre là l'approche un petit peu du wu-wei, du lâcher-prise, du non-agir par rapport au bonheur. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois, ce Kapitao a lieu une fois par mois. Alors c'est soit le premier, le deuxième, enfin ça peut être n'importe quel samedi du mois selon la disponibilité des animateurs. Le mois prochain, ça sera un peu avancé, ça sera le 7 novembre. Voilà, donc voilà, soyez flexibles à ce niveau-là. C'est pas forcément le deuxième ou le troisième, ça peut être n'importe quel samedi du mois. En général, plutôt vers le milieu du mois. Je suis l'animateur, mais ceci dit, Jean-Luc Verlet, je suis docteur en philosophie, enseignant. Mais ceci dit, si vous avez de bons sujets à proposer, on vote en fait à la fin de la séance, vers 18h15. Voilà, après les mots de la fin, on vote un sujet pour le mois d'après. Donc je rappelle simplement un peu de patience, l'exposé de départ dure à peu près une demi-heure, une petite demi-heure. Ensuite c'est libre parole, un tour de rôle, vous levez la main, etc. Et puis on termine un peu avant 6h par des mots de la fin. Et on vote un sujet pour le mois prochain. On fera aussi quelques annonces à la fin. Donc, fuyons le bonheur, ou fuir le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. La phrase est de Serge Gainsbourg dans une chanson du même nom, chanson éponyme, qu'il a chantée avec Jane Birkin dans les années 80, fin des années 70, début 80. Donc, c'est juste la phrase de départ pour parler du bonheur, mais l'intitulé de la phrase est quand même intéressant. Vous avez un paradoxe. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. On aurait tendance à penser le bonheur, il faut le saisir quand il est là, vous voyez, comme le dit le sage Épicure, carpe diem, saisir le jour, cueillir le jour. Bon. Donc, rechercher le bonheur. Les Grecs, d'ailleurs, nous ont habitués à nous donner des méthodes de recherche du bonheur. Aristote, notamment, on peut dire que l'éthique à Nicomate, c'est un livre de recettes, au sens noble du terme, parce qu'il y a des recettes, il y a recettes et recettes. Un livre de recettes du bonheur, comment être heureux, comment atteindre la vie heureuse. Les Grecs ont eu énormément de livres qui nous expliquent comment atteindre le bonheur. Or, ce n'est pas la démarche des Asiatiques. Première opposition, Orient-Occident, entre les Grecs et les Chinois, on appelle la frontière contact. C'est aussi ce qui est conclu dans ce sujet, il me semble. Si vous ne respectez pas la frontière contact, vous allez au clash, ou en tout cas... quand vous êtes trop rentre dedans, il ne faut pas être trop froid non plus, ni trop chaleureux. Trop chaleureux, ça peut être mal interprété dans les relations humaines. Donc c'est un peu cette idée, effectivement, qui pour moi est plutôt asiatique, l'idée que le bonheur ne doit pas forcément être cherché. Et paradoxalement, certes, c'est bien d'être heureux, il ne faut pas être masochiste, sans faire forcément du bonheur le but de la vie. La vie est quand même plus belle quand on est heureux. Et d'ailleurs, l'étymologie grecque nous ramène un peu aussi à cette idée de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qui nous fuit, avec l'idée de démonia, justement. C'est le de Eureka, d'Archimède, quand il a trouvé la pression, le levier, etc., grand scientifique, grand savant grec, qu'on retrouve dans euphorie, un état de bonheur plutôt physique. Quand on a bu, on est euphorique. L'euphorie, c'est un bonheur plutôt physique. On a couru. On a une sécrétion de dopamine, on est un peu euphorique, effectivement. Là, le sportif peut être euphorique après avoir fait son footing, son match. Donc l'euphorie qui est liée à ce mot de démonia, il y a le mot démonia aussi, qui veut dire démon, daimon, le daimon grec. Le démon, voilà. Le bon démon, voilà, exactement. Pas le christianisme a diabolisé, c'est-à-dire dire les démons. Le démon, c'est le diable, alors que pour les Grecs, c'est le daimon, c'est le bon démon. Socrate parle de son démon, qui lui inspire ses idées, c'est un peu comme sa petite conscience, sa petite voix intérieure. Donc le démon qui donnera, dans le christianisme, on fera les anges qui sont plutôt les bons, même s'il y a des anges rebelles, et les démons qui sont les anges déchus. Voilà. On récupérera ce terme grec et on lui donnera un sens différent. Mais donc le démon, il est avec nous, c'est comme les anges gardiens. Certains disent j'ai un bon ange gardien parce que j'ai failli avoir un accident et puis voilà, j'ai échappé de justesse, ou j'ai échappé à la mort de justesse par exemple. On va dire j'ai un bon ange gardien, et puis d'autres malheureusement, peut-être un ange gardien. Où était-il quand ils ont eu leur accident et puis ils sont morts, les pauvres. Enfin bref.
Donc ça ne marche pas tout le temps. Donc il y a quelque chose effectivement d'un peu frustrant, d'aléatoire dans le bonheur. On n'a pas forcément l'impression que c'est toujours les meilleurs qui sont les plus heureux, et ça peut sembler injuste. Hein. Le méchant peut être heureux, le gentil peut être malheureux, mais heureusement parfois le gentil est heureux et le méchant est malheureux aussi, bon, si on peut dire. Ça, il n'y a pas de coïncidence entre la morale et le bonheur. Bon. Kant, d'ailleurs, hein, le philosophe allemand Immanuel Kant, dit qu'il ne faut pas chercher le bonheur, il faut chercher à mériter être heureux. Bon. Qui est déjà un peu une sagesse, ça se rapproche un peu de la sagesse asiatique d'une certaine manière, de se dire il ne faut pas le chercher, parce que c'est le plus sûr moyen de ne pas le trouver. Vous voyez, même Kant, il peut sembler étonnant d'associer Kant à Gainsbourg, c'est tout à fait la même. Bon, Kant est très austère, assez ascétique, Gainsbourg c'est un flambeur, hein, qui avait des plaisirs, tous les plaisirs d'ailleurs, bon, l'alcool, la cigarette, le sexe, etc. Et donc, mais quand même, il y a un rapprochement à faire entre cette phrase de Kant qui dit il ne faut pas chercher à être heureux parce que finalement on va se rendre malade et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher surtout. Il faut simplement mériter d'être heureux et c'est déjà un bonheur. Ce qui n'est pas faux. Vous faites une bonne action, vous agissez par devoir, vous vous sentez bien. Ça ne suffit pas pour faire une vie heureuse peut-être, parce qu'à un moment donné, le bon samaritain, il espère quand même avoir un peu de reconnaissance, un peu plus. Hein. Bien souvent, on dit bon, trop bon, trop con, hein, comme on dit l'expression. La bonne foire, etc. C'est un peu malheureux comme expression, mais ça correspond aussi à une réalité. Effectivement, s'il y a constamment les mêmes qui font des efforts, qui rendent service, et s'il n'y a jamais de renvoi d'ascenseur ou de retour d'ascenseur, le bon peut disjoncter à un moment donné, devenir méchant. Il peut y avoir ce que les psychologues américains appellent l'effet Lucifer, c'est-à-dire c'est le bon qui, à force d'être bon et qu'on ne dise pas merci, bon, toujours important de remercier celui qui fait une bonne action, même s'il ne doit pas faire la bonne action, en vue du remerciement. Toujours important, effectivement, de l'encourager, tout simplement. Et vice-versa, le méchant peut aussi se repentir, devenir bon, comme Paul, comme beaucoup de figures dans l'histoire, qui sont passées du bon côté, entre guillemets. Mais encore une fois, pour les Asiatiques, qui sont par-delà le bien et le mal, bien souvent, liés, comme le fait Kant, le bonheur à la morale, c'est discutable aussi. Les taoïstes ont une vision beaucoup plus basique des choses, si je puis dire, beaucoup plus naturaliste. Je voudrais venir à leur vision maintenant, parce qu'elle me semble très intéressante, quitte à revenir un peu à l'Occident avec la psychologie dans un troisième temps. Donc, parce qu'effectivement, la manière dont est énoncé cet aphorisme sur le bonheur, elle est très taoïste, quelque part. Et d'ailleurs, Gainsbourg, soit dit en passant, c'est peut-être pas par hasard que sa deuxième épouse, après son divorce avec Jeanne Birkin, avec qui il avait chanté cette chanson, est une vietnamienne. Hein. Fred Bambou, qui est toujours vivante d'ailleurs, qui a repris beaucoup de ses chansons, qui a vécu un vrai amour très profond, on va dire, avec Gainsbourg. Donc une attirance aussi pour l'Asie, hein, pour la culture orientale. Je pense que pour sortir une phrase comme ça, il faut avoir lu un petit peu du Tao, enfin des auteurs d'Asie, je pense. Et donc pour les taoïstes, pour les taoïstes, il faut être comme l'eau. La sagesse consiste à être un peu comme l'eau, c'est-à-dire s'adapter aux circonstances. L'homme heureux, c'est peut-être justement celui qui sera capable de s'adapter aux circonstances, d'être comme l'eau, qui prend toutes les formes, hein, qui est protéiforme. Voilà, vous la mettez comme les liquides en général, hein, vous la mettez dans un verre, dans une bouteille, etc. L'eau est très puissante, alors malheureusement, quand il y a des inondations, on voit à quel point elle est puissante, elle détruit tout aussi. Elle est plus forte que le feu, hein. Dans le combat entre le feu et l'eau, ce que rappelle Lao Tzu, c'est l'eau qui gagne. Le feu est plus spectaculaire, effectivement, il va très vite, hein. Le feu est yang, l'eau est yin, mais le yin est plus fort. Le yin, c'est le féminin d'ailleurs, de cette manière. L'eau, le taoïsme fait l'éloge du féminin. Le féminin peut sembler plus discret, moins puissant comme ça à première vue. On disait bien le sexe fort, le sexe faible. On a rajouté plus tard le beau sexe, quand même plus valorisant. Mais le sexe faible est paradoxalement peut-être le sexe fort. Celui qui semble faible, comme disait encore Paul, sera peut-être le plus fort. Et le bonheur, c'est un peu pareil. C'est celui qui va trop chercher de manière active, qui va croire être heureux, qui veut absolument se prétendre heureux à travers les biens matériels par exemple, et ben c'est peut-être celui qui va rater le bonheur justement, alors que la personne plus humble finalement, qui sera comme l'eau, qui s'adapte aux circonstances, trouvera le bonheur là où il est. Bon.
On a tous l'image, alors c'est de moins en moins vrai malheureusement, mais on avait l'image de l'imbécile ou de l'image heureux. Voltaire en parle dans Zadig, le savant malheureux. Zadig, c'est un savant malheureux. Voltaire est un des premiers, il s'est beaucoup intéressé à la pensée chinoise aussi, il faut le rappeler quand même. Il a salué le confucianisme comme une religion, c'est pas vraiment une religion, mais c'est une forme de spiritualité quand même, sans Dieu, sans dogme, une sagesse en tout cas. Leibniz aussi, le grand Leibniz, le philosophe des Lumières, admirait beaucoup la Chine, parce que c'était une nation qui semblait à cette époque en tout cas beaucoup plus sage que l'Occident, avec les guerres de religion, les conflits qu'on a eu, etc. L'idée finalement de la personne simple qui va être plus heureuse parce que peut-être qu'elle vit dans l'instant présent. Alors justement, je vais venir à ces 3 points du taoïsme. Vivre dans l'instant présent, qui serait le premier. Pour être heureux, il faut apprendre à vivre dans l'instant présent. Donc peut-être que le sage, il va manquer de spontanéité, il va passer à côté du bonheur, ou l'homme d'affaires qui pense qu'à faire engranger des bénéfices, il est souvent très malheureux. Parce qu'il se crée du karma, comme diraient les bouddhistes, il se crée des soucis, des comptes en banque à gérer, etc. Vous avez le cas célèbre de Rockefeller qui s'est suicidé, et sans aller jusqu'à ce cas extrême, les gens très riches ne sont pas forcément très heureux. Alors, évidemment, si vous êtes très très pauvre, c'est difficile d'être heureux aussi. Mais finalement, les personnes qui vont se dire les plus heureuses, ce sont souvent des personnes de la classe moyenne, qui ont une vie épanouie, amoureusement, avec leurs enfants, etc., qui ont une vie tranquille. Alors, une somme de petits bonheurs peut faire un grand bonheur, d'ailleurs. Parce que vous avez aussi des penseurs de l'extrême, j'ai amené le livre ici, j'en dirai peut-être un petit mot à la fin. Vous avez aussi, effectivement, des penseurs de l'extrême qui pensent que le bonheur va passer par des choses énormes, alors que pas du tout. Une vie tranquille, simple, est peut-être la vie la plus heureuse. C'est un peu ce que dit d'ailleurs Voltaire dans le Candide. Il faut cultiver son jardin. Ça aurait pu être aussi une phrase qu'on aurait pu attribuer à un penseur oriental, à Lao Tzu ou à un autre, à Confucius. Cultiver son jardin, c'est-à-dire, on peut le prendre à la lettre, il y a beaucoup de bonheur à s'occuper des plantes. Effectivement, c'est d'ailleurs le hobby des Français en ce moment. Le jardinage marche à fond avec toutes les nouvelles enseignes, qui veulent ouvrir le dimanche d'ailleurs, les Wild Dogs, etc. Bon. C'est à la mode le jardinage, mais Voltaire, évidemment, quand il dit qu'il faut occuper son jardin, il veut dire, comme à la fin du Candide, vivre dans son petit coin, vivons cachés pour vivre heureux. Ça aussi, c'est très chinois d'une certaine manière, ou très asiatique. Et c'est pas faux, vivre tranquillement, ne pas être trop exposé à la lumière des médias. Bon, là, c'est sûr que là, on va créer des jalousies, etc. Les stars, en général, ne sont pas heureuses. Elles passent leur temps à changer de compagnon ou de compagne. Elles ont énormément de problèmes. Parce que vivre d'une manière surexposée médiatiquement, à mon avis, c'est le plus sûr moyen de se rendre malheureux. Donc, l'humilité, première stratégie, puisque dans le taoïsme on peut parler de stratégie du bonheur. Première des stratégies, l'humilité. Ne pas trop demander à la vie, se contenter d'assez peu, savoir mettre de côté son ego. C'est le premier point important pour être heureux. Les gens qui ont un ego surdimensionné sont forcément malheureux, je pense. On ne peut pas être heureux si on a un ego trop surdimensionné, parce qu'on trouvera toujours meilleur que soi, à un moment donné. On ne le supportera pas. C'est comme les gens qui ne supportent pas de voir des gens plus riches qu'eux. On a beaucoup parlé dans les médias, un certain Nicolas Sarkozy qui serait envieux des gens plus riches que lui. Après Berlusconi, c'est pas mieux remarqué. Bon, c'est un peu la... Bon, ça fait sourire, effectivement. Mais l'homme, quel qu'il soit, j'ai pris cet exemple, j'aurais pu prendre 36 autres exemples, la personne, l'être qui veut toujours plus, c'est ça le problème de l'ego, l'inflation de l'ego, c'est de vouloir toujours plus. Celui qui est, pour reprendre ma métaphore, dans le complexe de Dieu, ne peut pas être heureux parce que son désir est forcément insatisfait. Il veut toujours plus. Toujours plus, c'est fatigant, on n'y arrive pas forcément. On se crée des ennemis aussi, en voulant, on est prêt à tout pour battre l'autre, donc on se fait des ennemis, ils finissent toujours par se venger, ils finissent toujours par trouver une faille. Donc c'est se rendre malheureux, d'être dans l'ego. Donc première stratégie, premier point pour la vie heureuse, pour essayer d'être heureux, pour justement ne pas faire cuire le bonheur. Donc vous voyez que là il y a une stratégie défensive, je pense. Ne faisons pas fuir le bonheur. Ne cherchons pas à l'atteindre activement, parce que c'est une utopie. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est très rare.
Mais soyons prudents, faisons comme si la vie était de toute façon un combat difficile, qui n'est pas gagné d'avance, et peut-être que là, justement, le bonheur viendra. Peut-être, il y a de grandes chances, mais en tout cas, mettons de côté, limitons notre ego. Ça ne veut pas dire être dans l'ascétisme pur et dur, être complètement... ça ne veut pas dire suivre l'adage de Pascal, le moi et certes, c'est l'excès. D'ailleurs, les taoïstes sont contre ça. Quand ils demandent de modérer son ego, ils disent qu'il faut quand même être fier de soi. C'est pas l'ascétisme, c'est pas le reniement de soi. Hein. C'est pas du tout ça, le taoïsme. Deuxième aspect, qui rejoint d'ailleurs l'Épicure, philosophe grec, l'Orient et l'Occident aussi ont des points communs, évidemment. Hein. La philosophie grecque et la philosophie chinoise ont pas mal de points communs. C'est le fameux carpe diem, cueillir le jour, c'est vivre dans l'instant présent. Carpe diem, hic et nunc, de parler un peu latin, d'Épicure, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Alors là, vous avez une littérature abondante dans les livres de recettes de bonheur, parce que c'est très vendeur aussi aujourd'hui. Hein, vous avez à la FNAC, le rayon développement personnel, il explose par rapport au rayon sciences humaines. On peut le déplorer un petit peu, parce que dans les sciences humaines, on part de la philosophie même. On a des rayons moins importants qu'à l'époque. Et le rayonnage, le développement personnel, psychologie, etc. Bon, alors il y a du bon et du moins bon, évidemment. Hein. Il y a des spécialistes, je pense à Eckhart Tolle, qui est pas mal, vivre dans l'instant présent, la puissance de l'instant présent, plus précisément. La puissance de l'instant présent, c'est un livre qui est pas mal, développement personnel, c'est intéressant, je vous le conseille. Vous pouvez lire, il y a des bons livres de Krishnamurti aussi, hein, qui s'élit bien sur la sagesse, certaines sagesses pour atteindre le bonheur. Je ne sais plus, il a écrit un livre sur le bonheur, sur l'amour, il a écrit des livres sur tout un petit peu. Alors c'est vrai, c'est pas de la philosophie de haut volet, mais c'est du bon sens, de la sagesse. Vous en avez plein, bon, pas donner le temps de la liste, après, on trouve toujours, il y a tellement de choses qu'il faut juste un peu chercher et on trouvera ce qui nous convient. Donc un petit livre de recettes sur le bonheur, ça fait pas de mal. Bon, après, chacun a ses méthodes peut-être pour le mettre en pratique. C'est pas non plus ça qui va nous garantir le bonheur. D'ailleurs, en général, dans la préface, on nous dit, bon, ce livre est là pour vous aider, et évidemment, ça ne remplace pas le travail sur soi, le travail personnel. Vous ne pouvez pas demander à l'éditeur de vous rembourser si la lecture du livre ne vous a pas rendu heureux. Bon. Donc, deuxième point, apprendre à vivre dans l'instant présent, ne pas passer à côté des petits plaisirs. Vous avez un philosophe qui s'appelait, je crois, Sinas, un philosophe épicurien, qui faisait partie de la cour d'Alexandre le Grand, qui sont un peu de philosophes. D'ailleurs, Aristote a été son maître, hein, son précepteur. Donc, Alexandre aimait les philosophes, aimait la philosophie. Il s'entourait de philosophes, et avant de partir à la conquête du monde, ce qui ne va pas faire son bonheur d'ailleurs, hein, puisqu'il va mourir à 33 ans, il aura plein de malheurs, des amis qui meurent, etc. Donc la gloire et le bonheur, ça ne se marie pas très bien. Le bonheur au début de la conquête, effectivement, qui se transformera en malheur. Et Alexandre dit à ce philosophe, quand j'aurai envahi le monde, à l'Asie, rejoint l'autre océan, le Pacifique, c'était son grand rêve, on fera la fête, on boira du très bon vin, et le philosophe de lui dire, buvons le vin tout de suite. Ça, c'est le philosophe, effectivement, épicurien. Profitons de la vie quand elle est là. Quand il y a une bonne occasion à saisir, saisissons-la. Épicure vivait simplement, il mangeait, dit-on, du pain rassis et du lait caillé dans son jardin, il était heureux comme ça, mais quand on l'invitait à un bon dîner, il y allait, il refusait par invitation, comme Socrate. Voilà, c'était une occasion de manger un peu mieux, et d'ailleurs, il appréciait la bonne nourriture. Pour prendre l'exemple de la nourriture, si vous êtes habitué à manger toujours des repas de luxe, c'est plus bon pour vous. Hein. Vous n'avez plus goût à rien si vous mangez tout le temps du grand luxe dans les meilleurs restaurants de France, comme le font les gens très riches parfois. Alors que si vous avez l'habitude de manger simplement, le grand repas, vous allez vraiment apprécier. C'est pareil pour tout. Hein. Pareil pour tout, donc pour l'amour, voilà, si vous êtes trop dans une vie, c'est trop facile au niveau de l'amour, à un moment donné vous serez blasé, etc. Vous allez vous ennuyer. Donc évitez l'ennui, vivre dans l'instant présent, c'est ça aussi. C'est saisir le bonheur quand il est là, les petits plaisirs. La somme, encore une fois, de petits plaisirs peut, au bout du compte, faire une vie heureuse. Voilà. Encore une fois, une sagesse, à la fois grecque et chinoise, hein, sagesse philosophique, de se dire l'océan est composé d'une myriade de gouttes. Ne soyons pas comme le héron de la fable, hein, puisque les fables animalières de La Fontaine sont quand même très intéressantes aussi sur le bonheur.
Le héron, il est malheureux parce qu'il espère trouver un brochet, il n'y a pas de brochet. Ensuite, il voit un poisson un peu plus petit, je crois une tanche, il la boude. Ensuite, c'est encore plus petit, et puis au bout du compte, il est obligé de manger les tout petits poissons. On est tous un peu comme ce héron quelque part. Hein. On veut des grands bonheurs, on veut s'espérer des grands bonheurs, des lendemains qui chantent, pour certains hommes politiques de l'époque. Et finalement, les lendemains qui chantent, ils déchantent plutôt. Et ils déchantent d'autant plus qu'on s'attendait à trop. C'est peut-être le syndrome français d'ailleurs, hein, petite parenthèse sociologique. Il y a un maître zen japonais qui parlait du syndrome de Paris. C'est comment ça se fait qu'à Paris, plus encore que dans les autres capitales, c'est parce qu'il y a du monde, il y a le stress des grandes villes, mais il disait finalement à New York ou à Londres, les gens sont un peu plus zen qu'à Paris, dans les grandes villes. À Paris, pourquoi ce stress, cette espèce de nervosité, les gens qui viennent, les gens qui sont pas toujours très, ça c'est en train de changer paraît-il, mais pas toujours très bien accueillis, etc. C'est un malaise un petit peu autour de Paris, donc ils sont ici à Paris, Resto Zen, voilà, Café Zen, on avait le Resto Zen avant, Café Tao ou Zen, ça aurait pu être très bien aussi. Donc c'est vrai que c'est presque une provocation pour certains, d'une certaine manière. Parce qu'on n'est pas tellement dans une culture zen. Et donc ce japonais disait, c'est lié au fait que, il y a une sorte de... On se sent obligé d'être pressé tout le temps, d'être dans le stress. Si vous êtes trop souriant dans le métro, on va vous prendre pour un demeuré, par exemple, etc. C'est comme une sorte d'accord tacite qui fait qu'on a décidé de ne pas sourire, etc. Ici, on est souriant, donc c'est très bien. Mais c'est en train de changer quand même. C'est peut-être pas un cliché, c'était plus dans les années 80 que c'était vraiment le cas, au moment où je suis arrivé d'ailleurs à Paris, de ma province, où j'étais toujours souriant, et puis on m'a dit tu viens de la province, bah oui, Paris vient de souche, oui. Le mot de souche est un peu dangereux en ce moment. Voilà. C'est vrai qu'il y a très peu de Parisiens qui sont des Parisiens de souche. Bon. Mais alors en même temps, les petits Parisiens, ils ont leur charme, le côté râleur, ça a aussi son charme, évidemment. Hein. En même temps, si vous creusez un peu, ils sont très généreux, ça peut être le meilleur homme du monde, hein, c'est le Graal tout le temps. Mais le français en général, c'est un peu le côté gaulois qu'on a gardé, et râleur. Et il a tendance à voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On secrète un peu comme ça du pessimisme, alors que souvent quand il y a des étrangers qui viennent des pays moins favorisés, d'Afrique par exemple, et j'ai un ami africain qui est venu une fois à Paris, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un attentat, il n'y avait plus d'attentat à ce moment-là, c'était pas en janvier cette année, c'était bien avant, il n'y avait rien eu, c'était rien passé de spécial, il a dit qu'est-ce qui se passe, il y a eu une catastrophe, alors j'ai dit non, il n'y a rien eu, j'ai marché quoi. Il dit non, parce que j'étais dans le métro, tout le monde tire une tête d'enterrement, chez nous la vie est plus difficile et tout le monde sourit tout le temps. C'est le paradoxe. Donc, d'ailleurs, dans des pays qui sont plus pauvres, on va dire, les gens vivent par la force des choses, sont des sages un petit peu, ils sont obligés d'une certaine manière de vivre leur instant présent. Ils vont trouver à manger, ils vont être heureux d'avoir trouvé à manger, pour aller à l'extrême. Et troisième point qui me semble essentiel aussi dans l'accès au bonheur, c'est effectivement la bienveillance. Ça c'est important, le bien, on a déjà un peu parlé, faire le bien, la bienveillance pour autrui, pour éviter les affres par exemple de la mauvaise conscience ou de la culpabilité, tout simplement. De se sentir bien avec sa conscience, la paix de l'âme, très important pour les Asiatiques. Ils insistent beaucoup, là au-dessus, comme Confucius d'ailleurs, hein, sur Mencius, qui est un disciple de Confucius, a écrit un très beau livre qui s'appelle « De l'utilité d'être bon ». Alors ça, nous, occidentaux, ça nous choque un petit peu, on se dit « mais oui, nous, on est conscients un petit peu, en Occident, on se dit « il ne faut pas calculer, on doit être bon par devoir ». Mais en fait, les Chinois ont peut-être raison, Confucius, Mencius en tout cas, dit « il faut quand même, pour stimuler à la bonté, il faut quand même montrer aux gens que ça sert à quelque chose d'être bon ». Quand on dit bon, alors pour nous ça sera parfois un petit peu juste de la politesse chinoise, certains diront même presque de l'hypocrisie, les fameux sourires, mais c'est important quand même, je parlais du sourire, de faire bonne figure, d'être bienveillant avec son prochain. Voilà. Bienveillant, c'est pas forcément la sainteté, hein, c'est pas ce que réclament d'ailleurs les Chinois, les taoïstes. C'est peut-être trop demandé quelque part, c'est pas le bon samaritain non plus. La bienveillance, c'est simplement la gentillesse. Voilà. La gentillesse, après tout, depuis quelques années, on a la journée de la gentillesse en France, parce que c'est une valeur qui revient à la mode, qui a été discréditée un petit peu à un moment donné. Bon, on se moquait de la gentillesse, on dit la gentillesse, hein, il est bien gentil, etc.
l'expression. Il est bien gentil, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas très futé. Bon, ça, on n'oserait plus le dire, ça. C'est une expression, c'est pas une belle expression, mais qui est passée de mode, qui est ringarde aujourd'hui. Dire la gentillesse, c'est très important. Donc c'est une bienveillance que les Asiatiques cultivent. On va rendre service, on est pressé, mais on ne va pas dire à la personne qui nous demande sa direction qu'on n'a pas le temps. On va lui sourire, lui expliquer comment y aller, quitte peut-être à prendre un peu de retard, etc. Donc faire un effort pour aller vers l'autre. Et ça va créer des ondes positives. C'est tout bêtement ce qu'on appelle aussi la pensée positive. Finalement, c'est très simple à mettre en application et d'avoir un mot gentil. Voilà. Bon, en tant qu'enseignant, moi je fonctionne cette pédagogie que je dis humaniste, entre guillemets, de la bienveillance, d'encourager les personnes. Ça marche beaucoup mieux. Si vous dites à quelqu'un qui va réussir, qu'il est sympa, etc., vous avez plus de chances qu'il soit de bonne humeur et que ça marche que le contraire. Donc, et ça peut sembler tout simple, mais effectivement, les Asiatiques sont quand même plus forts là-dedans que nous, occidentaux, il faut bien le dire. Avec ce sacro-saint esprit critique cartésien, il a fait beaucoup de dégâts aussi. Dire, il faut critiquer, c'est pour t'aider. Vous avez ce proverbe, je trouve très discutable, qui aime bien châtie bien, c'est très très discutable, il me semble. Méfions-nous des proverbes populaires qui sont souvent faux. L'habit ne fait pas le moine, malheureusement, ça on peut le déplorer, l'habit fait souvent le moine aussi, etc. Le proverbe populaire, on pourrait faire carrément une contre-proposition où c'est un peu ce qu'a tenté Flaubert, avec le dictionnaire des idées reçues. Il épingle pas mal de proverbes populaires aussi, qui sont vrais dans un certain contexte, mais qui sont loin d'être vrais toujours. Il faut se méfier de la sagesse populaire, du bon sens populaire parfois. C'est aussi ça la philosophie. Donc, et puis bien sûr, le taoïsme va aussi favoriser, c'est très important, la bonne santé à travers la diététique, on en a déjà parlé un petit peu, à travers des exercices, le sport, les arts martiaux, et même la sexualité, la sexologie taoïste. Il y a plein de moyens, effectivement, pour être plus heureux. Ça commence, c'est un mélange de bonheur. Le bonheur, c'est un mélange de bien-être physique, psychologique et spirituel. Il y a les 3 niveaux de bonheur. C'est un peu ce que nous dit très concrètement Maslow, puisque je vais terminer plutôt par la psychologie occidentale, qui d'ailleurs, soit dit en passant, la psychologie américaine, et je dirais même plus précisément californienne, qui s'est beaucoup inspirée de l'Asie. C'est peut-être ce qui manque dans la psychanalyse freudienne. Freud ne s'intéressait pas beaucoup à l'Orient, il trouvait même que c'était suspect de s'intéresser au bouddhisme, que lui il voulait rester un médecin, un neurologue, qui découvre effectivement, c'est son génie, la psychanalyse, mais il n'était pas très ouvert sur les cultures non européennes. Pour lui, ses repères sont gréco-romains et quand même judaïques, même s'il se dit athée, mais il a quand même des héritages bibliques, c'est une vraie sagesse effectivement. Mais contrairement à Jung et à ses disciples, aux disciples de Jung, il ne va pas s'ouvrir tellement au bouddhisme. Jung va s'intéresser au bouddhisme, je ne vais pas rappeler effectivement. Vous aurez Abraham Maslow aussi, qui va utiliser un peu le bouddhisme, la pensée positive du bouddhisme, qu'on retrouve dans le tantrisme, pour sa propre psychologie, avec cette fameuse pyramide, qui est la pyramide des besoins, mais qui est aussi la pyramide du bonheur, quelque part. On ne peut pas, si on donne une interprétation un peu plus large à la pyramide de Maslow, c'est une pyramide du bonheur. Pour Maslow, le bonheur dépend de beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez la phrase célèbre de Bossuet, reprise par le philosophe Alain Bossuet, qui était le confesseur de Louis XIV, qui disait « Le bonheur est composé de tellement de pièces qu'il en manque toujours ». Ce que veut dire Bossuet. Et il est plein de sagesse aussi, Bossuet, en disant ça. Il dit que finalement, on ne peut jamais être complètement heureux, mais il peut être plus ou moins heureux. D'ailleurs, oui, on pourrait, quand il y a des enquêtes sur le bonheur, on vous demande est-ce que vous êtes très heureux, assez heureux, un peu heureux, pas très heureux, malheureux, etc. Différentes nuances. Donc on pourrait effectivement vouloir être totalement heureux, c'est une erreur pour Bossuet, comme pour Lao Tzu, comme pour Gainsbourg, etc., comme pour tous ces sages, finalement, officiels ou non officiels. Il faut toujours, finalement, laisser une part de doute, ne pas être trop sûr de soi, ne pas partir du principe que ça va être gagné d'avance. C'est une vraie stratégie.
Bon, la pyramide de Maslow nous dit simplement que pour être heureux, effectivement, il faut qu'il y ait un minimum, quand même vital, qui soit réalisé, avoir à manger, à sa faim, boire, avoir un logement, etc. Après, s'épanouir un peu dans le travail, avoir comme une vie amoureuse, une appartenance familiale. Et ensuite, pouvoir avoir au 5e niveau, c'est le niveau du développement personnel, le loisir, la passion, une passion dans sa vie, très très important. Pour Abraham Maslow, d'avoir une passion dans sa vie, la philosophie, le débat, le saut à l'élastique, ce que vous voulez, les échecs, qu'importe. On ne va pas donner de bons points à des pratiques qui seront jugées valorisantes, humanitaires par exemple, et d'autres, aller voir des peintres avec ses copains en regardant le rugby. Ça peut être une passion tout à fait louable. D'ailleurs, je repense au Biarritz, on avait quelques années notre café philo mélangé avec les ambiances rugby. Je pense que là, ce soir, ça a été compliqué. Mais voilà, donc ne pas non plus avoir de jeu en valeur. Voilà, et tous les loisirs se valent d'une certaine manière. Si les gens s'épanouissent, que ça les rend heureux, ils vont être plus sympathiques avec leur prochain, parce qu'ils sont heureux tout simplement. N'oublions pas que quelqu'un d'heureux, en général, est plus agréable à vivre que quelqu'un de malheureux. On a tout intérêt à ce que les gens autour de nous soient heureux.